Encore une fois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. La province de Maniema a un nouveau gouverneur, il s'appelle Tunga Kasongo, élu ce mercredi au terme d'un scrutin qui s'est déroulé à l'Assemblée provinciale. Le nouveau locataire du gouvernorat du Maniema a obtenu 16 voix sur 24 votants. Son challenger, Justin Omolela, a eu 7 voix. Donc Tunga Kasongo remplace à ce poste Pascal Toutou Salomou, déchu dernièrement pour mégestion. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le mandat de la MONUSCO d'une année. C'est à l'unanimité que ce mandat a été renouvelé et expiré en mars 2019. Au-delà de l'aspect protection des civils, le nouveau mandat de la MONUSCO se penchera aussi sur l'accompagnement au processus électoral avec un appui logistique et technique. Les grandes lignes de cette résolution dans ce commentaire de Neftali Bouamoutala Hussein. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renforcé le rôle du plus grand contingent de casques bleus au monde afin de préparer les élections en RDC. Présenté par la France, ces textes adoptés à l'unanimité prolongent les mandats de la MONUSCO jusqu'en mars 2019 et soulignent la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues le 23 décembre. La résolution 2409 adoptée mardi appelle à œuvrer à la tenue d'élections transparentes, crédibles et ouvertes dans les délais annoncés. Le Conseil de sécurité appelle le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à préparer des plans incluant toutes les options d'ici le scrutin dont l'envoi de renforts. D'après la résolution, plus de 16 000 militaires de la MONUSCO seront chargés d'accompagner le processus électoral, notamment l'inscription des électeurs, le scrutin et la transition au sommet du pouvoir jusqu'au 12 janvier 2019. La mission formera aussi la police congolaise pour qu'elle assure la sécurité le jour du vote. La MONUSCO relèvera en outre toute atteinte aux droits de l'homme. Cette nouvelle résolution intervient dans un contexte de tensions entre l'ONU et le président Joseph Kabila, qui a déclaré en janvier dernier vouloir clarifier les relations avec la MONUSCO sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. Parmi les priorités de la résolution 2409 figure la protection des civils et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017. En matière de la protection des civils, les priorités sont notamment d'assurer une protection efficace, dynamique et intégrée des civils menacés de violences physiques dans le cadre d'une approche globale en dissuadant et empêchant tous les groupes armés et toute milice locale de commettre des violences contre la population. Le Conseil condamne fermement tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo et exige qu'ils mettent immédiatement fin à toutes les formes de violence et demande que les forces armées de la RDC et la MONUSCO mènent des opérations conjointes pour le neutraliser. Dans ce cadre, la résolution proroge également le mandat de la brigade d'intervention de la mission chargée de neutraliser les groupes armés. Celle-ci est désormais placée sous les commandements directs du commandant de la force de la MONUSCO. Du côté de la République démocratique du Congo, l'on se déclare dessus de cette résolution qui a eu lieu d'avoir pour priorité la lutte contre les groupes armés et la protection des civils, mais l'accent sur les élections. Ignace Gata, représentant de la RDC aux Nations Unies, estime que la MONUSCO risque de ne pas accomplir la mission pour laquelle elle est en RDC et pour y demeurer. Suivez. La MONUSCO devait avoir comme première mission la lutte contre les groupes armés et la protection des civils pour nous aider à éradiquer les groupes armés et les forces négatives à l'est de la République. C'est vraiment important pour nous. Alors, la deuxième priorité dans la résolution devait être la stabilisation et la mise en œuvre du DDR. Parce que la mission s'appelle Mission de déstabilisation République démocratique du Congo. Donc il devait s'occuper de cette situation-là pour que les combattants qui sont démobilisés
soit réinséré dans la société à partir du programme DDRR. La troisième priorité devait être celle de réforme du secteur de sécurité. Et la quatrième priorité, enfin, l'appui au processus électoral. Or, vous constaterez que dans la résolution, on a inversé l'ordre des choses. On commence par l'accord du 31 décembre, je crois, le processus électoral, et puis les tâches essentielles viennent seulement après. Et nous pensons qu'en faisant les choses de cette façon-là, la MONUSCO risque de ne pas remplir ses missions essentielles et continuer à demeurer en République démocratique du Congo en justifiant sa présence comme quoi il y a encore du travail à faire parce que les groupes armés sont toujours présents. La population, pour sa part, s'est dit satisfaite de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le prolongement d'un an de mandat de la MONUSCO en RDC. Pour le Quinois, interrogé, cette décision tombe à point nommé, surtout avec les élections qui pointent à l'horizon et avec la recrudescence de l'insécurité qui sévit dans le pays. Ils sont au micro de Marlène, Bassou et Badjomboko. Nous sommes très ravis, compte tenu des éminents services que la MONUSCO a rendu à la République démocratique du Congo. Même si certaines personnes aujourd'hui ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, je donne un cas simple. S'il y a un incendie quelque part, c'est la MONUSCO qui vient intervenir. Une idée fiable pour aider le peuple congolais. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons, à présence de MONUC, à présence de l'Union européenne, à présence des communautés internationales, nous avons beaucoup souffert. Elle a totalement raison. La MONUSCO. Et du fait qu'en amont, il y a déjà des couches des incidents qui se préparent en RDC. Prévenez que dans toutes les marches qui se déroulent ici, il y a toujours des morts. Alors comment la communauté internationale peut accepter que la MONUSCO puisse s'en aller actuellement? Non. La MONUSCO doit être là. Et si l'État congolais est contre, c'est son problème. Et moi, personnellement, en tant que population, elle a raison d'être. Autre chose dans ce journal, le ministre de la Justice était ce mercredi au Sénat. Alexis Tamboué a présenté le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Les sénateurs ont également adopté le projet du calendrier des travaux de la session de mars. Patrick Mpezo-Zanetti et Siang Kabiola. Devant les sénateurs, le ministre d'État, ministre de la Justice, a présenté le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Le projet a pour but de renforcer notre arsenal répressif qui ignore la lutte contre le terrorisme en le conformant aux conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre cette forme de criminalité. Le terrorisme, vu particulièrement sous son aspect de criminalité transnationale, est devenu de nos jours un phénomène qui n'épargne aucun pays du monde et qui cause des conséquences malheureuses considérables à l'humanité. S'en est alors suivi un débat général sur le projet de loi. Plusieurs questions jugées pertinentes ont été posées au ministre pour améliorer la loi sous examen. Je me retrouve en discutant avec le projet de loi qui nous est présenté sur deux points. Le premier point, c'est que ce projet renferme en lui un grand risque pour notre société. C'est un projet qui est dangereux pour notre société. Chers collègues, prenez le texte et ouvrez l'exposé des motifs. Je ne vais pas oser relire ce qui est dit dans l'exposé des motifs. Du haut d'une tribune, je ne peux pas lire. Prenez l'alinéa 4. C'est une stigmatisation nette. Tout le problème, monsieur le ministre vient de le présenter très clairement. Dans le projet, il n'est pas clairement dit, mais il est présenté, parce que vous retrouvez, je crois, 4 chapitres, rien qu'avec des sanctions.
on devait changer le titre de ce projet, c'est projet de loi portant sanction du terrorisme. Alexis Tambwe Mwamba reviendra au Sénat dans 10 jours pour répondre aux préoccupations des sénateurs. Plusieurs autres points ont été traités à la plénière de ce mercredi. Les sénateurs ont entre autres adopté le projet des calendriers des travaux de la session ordinaire de mars. La situation sécuritaire à l'Ituri, les notables du coin s'impliquent pour le retour de la paix. Le député national John Tibassima invite les uns et les autres à un esprit d'ouverture. Suivez-le sur le propos recueilli par Jacques-Olivier Moulouba. L'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été extrêmement salutaire à un moment où le drame était profond. Et n'eût été cette intervention rapide, et nous aurions connu énormément de situations déplorables, quoique ce qui est arrivé est déplorable et difficile. Et cette intervention rapide s'est située à 2 niveaux. Le chef de l'État avait dépêché ici, dans l'Ituri, et principalement dans le territoire de Djougou, où se déroulait le drame, les premières forces de défense et de sécurité, qui rapidement, dans la semaine, ont stoppé de manière significative les tueries qui s'y déroulaient, mais aussi les déplacements des populations, ainsi que les incendies des maisons et des commerces. Le deuxième niveau de l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'envoi à Bunia, en Ituri, de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de l'Intérieur, ainsi que le ministre de la Défense, son conseiller spécial en matière de sécurité, ainsi que l'inspecteur général de la police. L'arrivée de cette délégation de très haut niveau a permis à la fois de prolonger la première intervention, deuxièmement, de la consolider, et avec les instructions qui avaient été données, la situation s'est nettement améliorée. Actuellement, ce que nous vivions comme drame s'est estompé. D'où justement nous voudrions profiter de cette occasion de remercier au nom de la population de l'Ituri, et plus particulièrement la population de Djougou, d'exprimer nos remerciements au chef de l'État pour son implication et son intervention rapide. Dans la même province, Bunia, à l'heure de la construction, ses infrastructures font peau neuve. Tel est le cas du stade Amani et de la voirie urbaine. Coup de projecteur sur ces bâtisses avec notre envoyé spécial Jacques Moulouba. Depuis sa création en tant que chef-lieu de la province de l'Ituri, la ville de Bunia vit une ère de reconstruction sans pareil. Certaines de ces infrastructures, devenues archaïques, sont en train de subir une cure de modernisation. Le cas le plus patent est le stade Amani, le plus important de la ville, qui à ce jour ne répond pas aux standards internationaux. Partant de son état d'impraticabilité, un stade moderne gardant la même appellation est en pleine construction sur l'avenue Nyamaragi au quartier Kinda dans la commune de Mbunia. Pour un coût total de 10 millions de dollars américains déboursés par le gouvernement central, cette bâtisse dont les travaux ont été lancés le 7 juillet 2017 par l'entreprise Sino Hydro 2 a une capacité de plus de 9000 places. À ce jour, des gradins sont érigés, ce qui fait dire aux constructeurs chinois que 40% des travaux sont déjà exécutés. On peut estimer que déjà 40% des travaux ont déjà érigé les colonnes. On est maintenant en train de... On a terminé une poutre dans 3 zones et on a même commencé à couler les poutres à la 4e zone sur les 6 zones qui existent. After, yes, we will do the concrete. Si on finit à couler les poutres, on va poser les dalles partout comme vous voyez ici. Après la pose des dalles, on va mettre une couche imperméable en plastique là où les gens vont s'asseoir et puis entretenir la
que le stade, les immeubles et les habitations modernes croissent avec une vitesse vertigineuse du jour au lendemain. Ils appartiennent aussi bien au gouvernement provincial, aux autres services étatiques qu'aux privés. La plupart sont construits avec une architecture similaire. Le vent de la reconstruction qui souffle à Bunia n'épargne pas la voirie urbaine. Des routes sont en train d'être fabriquées et certaines modernisées pour favoriser une circulation fluide. Il s'agit des avenues de l'aéroport Moussanga, Salongo, Copax, pour ne citer que celle-là. Une démonstration d'une réelle reprise des activités dans la ville et de surcroît dans toute la province de l'Ituri. Je le dis au sommaire, les femmes maraîchères du site Mukonzo à Kingabwa Limité ne seront plus expropriées de leurs terres. Le gouvernement va prendre des dispositions pour protéger leur site en leur livrant un document de propriété. L'annonce a été faite par le ministre de l'Urbanisme et Habitat à l'issue d'un échange ce mercredi avec ces femmes maraîchères. Joseph Kokonyangui, qui les a reçues dans son cabinet de travail, affirme que le projet de la cité parlementaire sera donc délocalisé. Propos recueillis par Krioni Kibungu. Bon, dans ma convalescence, après avoir regagné le pays, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour du site Mukonzo, parce qu'avant que je n'aille aux soins, j'avais visité ce site sur base des ventes de parcelles qui s'opéraient là-bas de manière illégale. J'ai pris ma prérogative de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a comme compétence de gérer les espaces urbains, de visiter ce site. Et je me suis rendu compte que une très grande partie de ces sites était déjà spoliée, les parcelles achetées, et j'ai montré des preuves aux mamans maraîchères que leur terrain était en train de s'évanouir, de partir, que nous ne pouvons pas accepter cette situation-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons reçu les mamans avant la fin du mois de mars, leur mot, pour leur assurer que nous ne pouvons pas faire le combat contre les mamans. Pour assurer au moment que notre combat c'est de protéger ces sites. Et c'est ce qui sera fait. Nous avons promis de présenter le problème au Conseil des ministres pour que désormais ces mamans aient des documents. Parce que jusque-là, elles n'ont pas de documents et c'est pour ça qu'il y a spoliation à grande échelle à ce niveau-là. Nous avons promis à ce moment de les protéger le site et que les projets qu'on avait pour le député sera délocalisé. Le programme des Nations Unies pour le développement engagé à appuyer le gouvernement pour la restauration de la sécurité, voilà qui justifie le lancement du projet collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC. Celui-ci a pour objectif d'éviter un cadre d'échange pour encourager la prise en compte de l'opinion de la population dans la prise des décisions et de l'orientation politique. Souzi Kibira Omari et Badjombuku. 156 enquêteurs ont été formés dans la mise en œuvre de ce projet, collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en RDC, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Une étude de base ainsi que 10 sondages trimestriels ont été effectués et des rapports et relatifs produits. Voir au niveau des populations comment ils perçoivent les différentes interventions qui se font sur le terrain, principalement à l'Est. Sur base des résultats de ces enquêtes de perception, est-ce qu'on ne pourra pas mieux réorienter nos interventions, tant nous, à notre niveau en tant que partenaires? Ce projet vise à fournir au gouvernement congolais des données fiables issues des sondages des populations sur la justice, la sécurité et la stabilisation. Et il est temps de penser développement. Et on ne peut pas faire un bon développement sans écouter nos populations. Les populations sur lesquelles on est appelé à appuyer. C'est pour ça que nous avons commencé cette initiative en 2013 afin d'écouter les populations. Qu'est-ce qu'ils pensent des appuis qu'ils reçoivent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ce projet est né, un projet de sondage pour écouter et puis faire ressortir des données quantitatives et qualitatives qui vont permettre aux décideurs au niveau national et au niveau des partenaires techniques et financiers d'élaborer des programmes qui sont bien adaptés.
Dans la diffusion de ces données, 100 personnes issues des ministères nationaux de la justice, de la sécurité, de l'intérieur, du genre, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du pouvoir judiciaire, ainsi que de haut commandement des FRDC et de la police, des représentants des agences du système des Nations Unies et les bailleurs de fonds ont suivi les résultats des enquêtes sur terrain. En prélude de la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes de mines et de l'assistance à la lutte anti-mines célébrée le 4 avril de chaque année, le service des Nations Unies pour la lutte anti-mines, UNAS, a organisé ce mercredi 28 mars une session de formation des journalistes et des organisations non gouvernementales. Le thème choisi était « Les mines terrestres restent explosifs de guerre en RDC ». Objectif, c'était d'informer les hommes des médias et les ONG sur comment éviter les accidents par mine et restes explosifs de guerre. Pour l'UNAS, les dangers liés aux mines sont énormes, d'où il faut que tous les partenaires nationaux et internationaux puissent s'impliquer dans la sensibilisation de la population qui vivent dans les zones minières. Il faut donc préciser que l'UNAS appuie le gouvernement congolais dans la lutte contre la prolifération des armes. Vous le savez déjà, le prix de pain à Kinshasa n'ont toujours pas baissé. La deuxième tentative du ministre de l'économie à joindre les tenanciers de boulangerie à baisser leur prix a à nouveau échoué. Où allons-nous face à une telle situation? Doit-on continuer à voir l'État perdre son aura devant des opérateurs économiques? Quelle est la part de la population dans telle histoire? Tentative de réponse dans ce dossier de Patrick Isso Bongesse Bokuma. Qu'est-ce qui se passe entre le ministre de l'économie nationale et les tenanciers de boulangerie? La réponse paraît difficile à donner. Mais au regard de ce qui se passe, il y a lieu de dire que le ministre UDPS, Joseph Kapika, perd tout son aura devant ces derniers. À 2 reprises, le ministre de l'économie nationale a rencontré les tenanciers de boulangerie pour les enjoindre à ne pas procéder à la hausse de prix du pain. À 2 reprises, ces hommes d'affaires qui exploitent le secteur de panification n'ont pas observé cette mesure. La baguette de pain Victoire et autres qui s'est négociée à 200 francs congolais se vend ce jour à 300 francs congolais. Le grammage de carré, lui, est passé de 300 à 400 francs congolais. Véritable discrédit jeté sur le ministre de l'économie nationale, l'UDPS, Joseph Kapika. Celui-ci a de la peine à réguler un secteur où il en est le patron. Quel est alors son rôle? N'est-ce pas que réguler le prix sur le marché fait partie de ses attributions? Pourquoi n'arrive-t-il pas à s'imposer en tant que tel? Sous d'autres cieux, Joseph Kapika jetterait l'éponge. Le peuple congolais a aujourd'hui besoin des dirigeants qui trouvent des solutions à ce problème. Il n'y a pas que le pain qui a vu son prix augmenter. Il y a également d'autres denrées de première nécessité qui ont connu la même situation. Alors, que faire? Faudra-t-il un autre département pour venir changer les choses? Après 2 tentatives, on ne peut tout de même pas laisser cette situation demeurer ainsi. Qui tire les ficelles? En tout cas, le gouvernement a intérêt à saisir les taureaux par les cornes pour tenter de changer la donne. Car le panier de la ménagère s'asphyxie au jour le jour. L'État doit demeurer l'État et non être sous la coupe des opérateurs économiques véreux. La province du Haut-Katanga a enregistré des avancées très significatives dans le secteur économique. Le ministre provincial de l'économie, Momat Kakoudi, l'a fait savoir au cours de la réunion de la Troïka stratégique. Il est au micro de Roger Ngandou ou à Bitaba. Communiqué officiel numéro 011 de la réunion de la Troïka stratégique chargée de l'économie et des finances du 27 mars 2018. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, représentant son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Célestin Pande Kapopo, il s'est tenu ce mardi 27 mars 2018 dans la salle des banquets du gouvernement de province, la réunion de la Troïka stratégique chargée de l'économie et des finances. Plusieurs points figuraient à l'ordre du jour, dont notamment 1. Lecture et adoption du compte rendu numéro 010
DAR 2018 du 12 mars 2018. 2. Situation des recettes hebdomadaires. 3. Situation créée à Kasumbalesa par l'engorgement de trac. 4. Suite négociation entre le ministre provincial des Transports et les syndicats des chauffeurs, ASECO et MIC d'une part et la mairie d'autre part. Sur le plan des recettes hebdomadaires, la Commission a constaté avec satisfaction l'augmentation substantielle des recettes la semaine du 16 au 22 mars 2018 et a instruit le ministre provincial des Finances de prendre des dispositions utiles pour que cette embellie ne s'arrête pas en chemin. À ce sujet, la Commission a fait état de l'implantation du nouveau poste de péage sur le tronçon routier Tinsenda-Mokambo qui également impacte positivement sur le niveau des recettes. Concernant les autres points à traiter à l'ordre du jour, la Commission a fait des recommandations pertinentes au ministère sectoriel pour approfondir le dossier avec le concours des services intervenants. Pour clore, la Commission a rappelé une fois de plus à tous les assujettis de s'acquitter librement de leur devoir vis-à-vis de la province en vue de permettre au gouvernement provincial, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Célestin Pambe Kapopo, de réaliser son programme de développement tel que promis par le chef de l'État. Commencé à 8h30, la réunion a pris fin à 9h50. Je vous remercie. En politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD en sigle, poursuit l'installation de ces nouveaux cadres à travers les districts de la ville de Kinshasa. Après Tchangou, hier, mardi, c'était le tour de la Funa. Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, a présidé personnellement cette grande cérémonie d'installation. Suivez ce reportage de Simon Kabamba, rendu par Suzy Kibiraoma. Après Tchangou, il y a quelques jours, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle, sous l'impulsion de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, a mis le cap mardi sur le district de la Funa. À la place Imka à Kalamou, Ramazani Chadari a procédé à la présentation et installation du secrétaire exécutif provincial et des secrétaires exécutifs communaux de la Funa, ce district qui est en même temps une circonscription électorale. Dans un IMCA plein comme un œuf, le secrétaire permanent du PPRD n'a pas manqué d'abreuver les bases venues de Bandalungwa, Bumbu, Kalamou, Kassavubu, Makala, Ngiri et Selembao. Il a insisté sur la volonté du PPRD à gagner les élections à tous les niveaux aux prochaines joutes électorales. Julie Mamboulou a été investie nouveau numéro 1 du PPRD à la Funa. Plusieurs autres personnalités l'accompagneront dans cette grande mission. Jour J, mon 4 pour la célébration de Pâques, cette fête chrétienne qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. À Kinshasa, les églises et communautés chrétiennes de la commune de Kitambo s'apprêtent déjà à célébrer cet événement en public à travers un carnaval et un culte d'ensemble. David Fidel Zolo et Pamphile Papado pour le reportage. Dans 4 jours très exactement, les chrétiens du monde et de la République démocratique du Congo, tout comme ceux de la ville de Kinshasa, vont célébrer Jésus-Christ ressuscité. C'est la Pâque.
Dans la commune de Kintambo, les églises et communautés locales décident de célébrer Christ dans la rue. Je renvoie tout le monde à lire dans le livre de Luc 9, 26, si je ne me trompe pas. Nous ne voulons pas avoir honte de proclamer que Jésus-Christ est le roi des rois et qu'il a vaincu le diable sur la montagne de Golgotha. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'objectif principal, c'est de ramener le peuple de Dieu à s'unir, à célébrer sur la place publique, ensemble, toutes les églises de Kintambo, ensemble sur les lieux publics. Visiblement, toutes les batteries sont chargées pour cette fête. Pourquoi célébrer Jésus dans la rue? Parce que Jésus a été crucifié aussi publiquement. Il a été crucifié sur une montagne, là où tout le monde, tout le point de ce monde-là, en ce moment-là, pouvait le voir. Et c'est là qu'il nous a accordé la victoire, et cette victoire, nous devons aussi la publier publiquement, si vous voulez. Il y a une marche pour Jésus-Christ qui est organisée de 10h à 12h, et il y a les cultes solennels, un culte public qui viendra tout de suite après, au croisement chez Touloufo, c'est là qu'on a dressé le podium pour les cultes. Et nous avons 2 points de départ. Le premier point part de l'avenue Lukengo, juste devant le stade Vélodrome. Le deuxième point de départ, il part de Kitambo Magasin, l'alimentation Food Market. Tous les enfants de Dieu de la commune de Kitambo, ils sont invités. Les mamans, les papas, les jeunes, les vieux, les enfants. Et notre carnaval, nous serons accompagnés par des fanfares militaires et des fanfares des civils. Donc ça sera vraiment une fête. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 1er avril 2018. Et c'est la fin de ce journal. Rappelons